Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Critique biaisée. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier. Bonjour Olivier. Salut à tous. Et également avec Benjamin. Salut Benjamin. Bonjour. Romain. Il répond. Ah bah oui, au moins. Et Pierre. Et salut. Donc bonjour à tous les amis. Et Thomas, du coup, animateur, tant bien que mal. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une magnifique série. D'ailleurs, petite intro, Romain. Oh, on sent l'amour, ça respire l'amour. Nous sommes dans cette magnifique série de Noël qui s'appelle... Ce serait pas Noël? C'est Noël. Christmas tree. Attends, tu sais, on parle de la musique là, assez marrant. Alors on va spoiler, disclaimer comme d'habitude, mais dans la série, à un moment, il y a un des Jonas Brothers, je crois, et il est producteur sur la série et il s'est impliqué personnellement dans les choix de musique un petit peu partout, donc avec un peu de chance. Voilà, avec un peu de chance. Non, je l'aime bien lui en plus. Il est cool. Attends, ça spoil le série, débat de suite quoi. On a déjà 2 actes. On est un peu en avance là. Ouais. Fais attention à toi, Olivier. Fais attention On à a toi. la minute anecdote dès les premières secondes. Ça j'aime. C'est beau. Il faudrait se calmer parce que là, on a déjà tout dit du coup. Quoi. Bah Oui, oui, voilà. C'est donc la fin du podcast. Merci à tous. Bravo. Je suis pas d'accord. Je vais le défendre, corps et âme. Les Jonas Brothers. Parfait pour introduire les avis de chacun. Donc commençons par qu'est-ce que vous avez pensé de cette série. Et Benjamin, je suis très curieux d'entendre ton avis éclair sur Dash and Lily. À toi. Alors, on va faire court. C'est de la merde. C'est une honte. Et c'est une série qui me révolte. Non, en fait, voilà, pour aller plus dans le détail, rapidement, je trouve ça cliché au possible, débilitant. Je trouve que ça prend toutes les facilités que ça peut prendre dans une série. Je trouve que ça avilit le concept même de la comédie romantique. Et je trouve ça encore plus triste parce qu'il y avait tellement à faire avec un concept pareil. Il y aurait tellement pu avoir une meilleure écriture, un meilleur développement des personnages, un meilleur tout. Tellement de potentiel, si peu de résultats. Ça a le mérite d'être explicite. C'est Wow. un avis qu'on peut dire tranché. Wow. Je pense que voilà, Olivier, je sens le contre-avis pointer le bout de son nez. Olivier, quel est donc ton avis éclair? Je crois bien que je vais être le contre-avis et peut-être un peu seul pendant toute la durée de ce podcast. Il y a des chances. Globalement, moi j'ai trouvé que c'était une série feel good, donc globalement quelque chose dont j'avais personnellement besoin en 2020, donc ça m'a fait du bien. Elle n'est pas exempte de défauts, donc on va avoir le temps de revenir dessus et clairement je suis ok qu'il y a pas mal de défauts, mais il y a aussi des trucs que j'ai bien aimés comme des personnages qui sont assez imparfaits. On pourra parler du développement des personnages et de ce que moi j'ai trouvé intéressant dans ces personnages qui sont assez intelligents. C'est assez rare, il y a beaucoup de séries un peu teen machin où on te met pas forcément en évidence tant que ça l'intelligence des persos, et il y avait une utilisation cool du slow dating, en tout cas c'est comme ça que j'en ai parlé pour les relations un peu épistolaires, ce qui n'est pas sans rappeler ma propre histoire personnelle. Donc j'ai kiffé. Oh, il va y avoir de l'info dans ce podcast, de l'info amoureuse, c'est magnifique. Romain, qu'en as-tu pensé? Moi, je vais être l'entre-deux, je pense. Comme je le disais, je pense que sur l'échelle des séries, sur normal, c'est de la merde. Mais pour une rom-com de Noël, ça passe. C'est plutôt sympa, quoi. Je sais pas trop comment dire, c'était un peu compliqué. C'est ni nul ni bien. Je me suis pas trop ennuyé. J'en ai pas un super souvenir. Par contre, depuis, j'ai envie de manger des pizzas. Je sais pas pourquoi. On est sur de la modération et une conclusion nourriture. C'est une influence pour comme une soigner autre. ton Voilà. body, je pense. C'est ça. Après Queen's Gambit, on a tout joué aux échecs. La question de la fin sera: avez-vous mangé une pizza depuis? Ça change. L'intellect et le ventre. Ah, ça peut être le nom du podcast, intellect et ventre. Oh. Oh, c'est pas mal. Pierre, qu'en as-tu pensé? Bon, je vais essayer de faire court, mais bon. Non, mais moi, je me rangerais plutôt du côté de Family. J'ai eu beaucoup de mal. C'est pas du tout entre mes zones de confort. Je regarde pas ce genre de choses à la base. Donc, j'ai trouvé que c'était globalement de la merde et que c'était très, très lazy dans l'écriture. Enfin, il y a des facilités partout. C'était, je sais pas, abominable. Mais par contre, étonnamment, je me suis pas tant fait chier que je me serais attendu après les 2 premiers épisodes. Et j'ai réussi à y trouver des qualités. Donc, c'est un exercice Ok. intéressant.
Donc on a un qui est plutôt très pour, un modéré, deux qui sont complètement contre, parce que on a sorti des mots, des gros mots, hein, des mots qu'on dit aux toilettes normalement, mais voilà, Wow. Dur. c'est sorti des mots durs. Très bien, je vais donner mon petit avis. Alors je pensais être le plus extrême, donc ça me fait plaisir d'avoir. Limite, je vais être le modéré négatif ou le négatif modéré. En fait, pour moi, alors du coup, j'ai un gros problème parce qu'il reste ce qu'il reste de ce podcast, c'est non pas Dash and Lily, c'est Dick and Lily. Du coup, je crois que ça résonne vraiment avec le fait que ce gars est littéralement Dick. Donc, j'ai un gros problème avec ce personnage. Pour moi, c'est une série qui passe à côté de sujets assez cool, qui est vraiment mal incarné par l'acteur principal, mais pas que, ça tombe dans le précipice béant d'un univers de clichés faciles, verdoyants, alors que, je vous le dis, hein, j'adore les séries, les films de Noël, j'adore l'amour, j'adore la magie de Noël, j'ai fait un sapin avant-hier, j'avais des petites étoiles dans les yeux, mais là, ça n'a pas pris. Donc pour moi, c'est un grand non, ça va pas à Baltar, ça fait pas la maille, tu le rejettes. Mais voilà, il me tarde de creuser avec vous parce que, pareil, un peu comme Romain, j'ai pas forcément les points, genre, ça, c'est à part Dash, mais voilà, donc il me tarde de creuser le sujet avec vous. Donc merci pour ces avis. Juste histoire de resituer un petit peu où on en est, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, etc. Juste un petit synopsis de cette série, écrite de la manière la plus neutre possible, pour qu'on se resitue un peu. Donc, Dash and Lily est une épopée de Noël new-yorkaise de deux adolescents que tout semble opposer et qui vont virtuellement croiser leur chemin, et c'est important. Au détour d'un livre, dans une magnifique librairie comme seul New York City peut en produire. Un livre, mais pas n'importe lequel. Celui-ci s'inscrit dans une vraie démarche complètement low-tech, où ce livre va devenir le réceptacle de leurs conversations, de leurs échanges, de leurs émotions, et permettre de se découvrir au travers d'une véritable aventure épistolaire revisitée. Au-delà de la découverte de ces deux êtres, ces échanges vont faire pousser leurs limites respectives, leur faire tenter des nouvelles expériences et créer même des sentiments très forts qui, sans doute, changeront leur vie à tout jamais. Ils vécurent heureux et eurent plein de petits-enfants. Et Je suis pas d'accord voilà un petit peu sur cette description déjà. Ah, Tu dis merde, qu'est-ce que qu'on la librairie que seul New York peut produire, on s'est tous plus ou moins rencontrés à Toulouse. Il y a une librairie qui est très cool, je trouve, qui s'appelle Ombre Blanche, qui est vachement grande aussi, avec des grands escaliers et tout. Ça m'a un peu rappelé cette ambiance-là. Donc je voulais passer s'appelle le comment, bonjour à Olivier, cette librairie qui nous écoute, Ombre Blanche. évidemment. Ah, Ombre Blanche, je croyais que c'était Gilbert Joseph. New York, Toulouse, même combat. C'est vrai. Ah, ça va. C'est un peu plus bas, mais. À Noël, il y a des sapins dans les deux endroits. Vraiment, c'est Incroyable. similaire. Puis il y a des gens aussi, c'est assez fou. Pas mal. Ben pour commencer, les amis, alors nous n'allons pas parler de Toulouse comme sujet principal, même si nous allons parler de New York bientôt, mais je vous propose de commencer par parler du sujet principal évoqué dans quasiment chaque description, mais surtout magnifiquement évoqué par Olivier. Alors, l'histoire d'amour. L'amour qui est très présent. Alors, l'amour de Noël, l'amour entre les êtres, l'amour entre la famille. Donc l'amour est un peu c'est une comédie romantique. Le thème est juste... Pour s'en rappeler, écoutons Lily qui en parle parfaitement dans, je crois, le premier épisode. I love Christmas. I really, really do. And that's because in my family, Christmas is all about love. It's when my grandpa met my grandmother, and my mom met my dad. It's when my brother met his boyfriend. They broke up. I don't have my own love story. I mean, I tried. For a while, I had this fantasy I'd meet the perfect guy browsing at a strand. Suspense, est-ce que nous n'avons pas résumé dans cet extrait l'intégralité de la série et tout ce qui va se passer? Je ne sais pas. Et à tous ces bonnes journées. Allez, au revoir. On a oublié Jonas Donc voilà, donc, Lily cherche l'amour. Qu'avez-vous pensé de cette quête de l'amour? Est-ce que, allez-y, détaillez l'amour à vous. Pour moi, c'est pas Waouh. vraiment le sujet, en vrai. C'est-à-dire que quand tu regardes un petit peu la série, ce qui est assez intéressant, alors c'est que ça a lieu à New York pendant Noël, et effectivement, ça ressemble un petit peu. Il y a des codes de la comédie romantique, et ça va être utilisé pendant un bon moment. Mais il me semble que c'est plutôt l'histoire de deux personnes qui rentrent dans l'âge adulte en fait, et qui doivent se séparer de pas mal d'illusions, etc. Et on voit d'ailleurs dans la relation qu'il va y avoir avec Dash et Lily une forme d'idéal. C'est-à-dire ils se projettent l'un dans l'autre parce que globalement ils ont que des écrits et donc ils peuvent que idéaliser l'autre personne. Ils se rencontrent pas pendant. C'est une série de combien? 6-8 épisodes, je sais plus. Et je crois qu'ils se voient pas
pendant les 6 premiers. Ouais. Donc 6 premiers sur 8 épisodes, ils se voient pas vraiment. Et donc en fait, ils sont que dans une projection de qui va être l'autre, etc., etc. Ce qui les renvoie en fait à leur propre fêlure, angoisse, etc., etc. Et donc en fait, je pense que c'est moins une histoire d'amour, puisque d'ailleurs on la voit pas cette histoire d'amour. Si tu regardes, c'est une comédie romantique où pendant 6 épisodes, tu ne vois pas des gens, tu vois, se dater quoi. Et donc c'est plutôt un truc de je rentre dans l'âge adulte, de mon point de vue. Après, il y a quand même une notion, tu sais, un peu plus vieux jeu avec les échanges épistolaires où c'était le début du dating il y a très longtemps. Donc, je suis pas sûr qu'on rentre pas vraiment direct dans l'histoire d'amour, mais c'est moins moderne et ça revient vachement au point que tu avais cité au début entre slow dating, fast dating qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais je suis assez d'accord que finalement, c'est pas forcément le côté romantique qui est central au truc. Et il y a beaucoup de trucs beaucoup de sujets qui sont mis en place au milieu. J'imagine qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais tu vois, tu disais, Olivier, ce qui est intéressant, c'est le côté, les fêlures qu'ils vont avoir. On va découvrir un peu la psyché du personnage, un petit peu leurs faiblesses, etc. pour l'idéalisation des deux entre eux. Je trouve ça dommage, justement, que les fêlures qu'ils ont, pardon, sont pas du tout crédibles, en fait. Quand tu ne peux pas t'intéresser au background du personnage, tu peux pas ressentir pourquoi il est comme ça, et donc la série perd son sens. Parce que Dash et Lily, c'est deux personnes un petit peu misfit qui vont réussir à se rencontrer. C'est ça, en fait, que la série essaie de nous véhiculer. Genre, ah, c'est beau, regardez, ces deux gens différents, un peu à part des autres, qui pensent différemment, vont réussir à se trouver entre eux, justement. Et le problème, c'est qu'ils sont différents pour les mauvaises raisons, en fait. Pour les pires raisons, d'ailleurs. Mais je pense que justement, c'est moins à propos de leur histoire d'amour que à propos du chemin personnel qu'ils vont avoir chacun. Parce que quand tu regardes les épisodes un peu de résolution, le 7 et le 8, on est plutôt sur des résolutions personnelles. Et en fait, là encore, le seul moment un peu romantique, c'est quand Dash fait une surprise pour Lily dans les 5 dernières minutes du dernier épisode. Donc en fait, je pense vraiment que si tu regardes cette série en te disant c'est leur histoire d'amour qu'on construit, machin, etc., il y a plein de trucs qui sont clichés, il y en a plein où tu te dis franchement j'ai pas eu ce pourquoi j'ai payé. Mais si tu regardes ça comme je rentre dans l'âge adulte, tu vois par exemple, il y a pas mal d'épisodes où tu découvres leurs fêlures à chacun. Moi, je suis pas d'accord sur le fait que ces fêlures, elles sont pas crédibles parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on a tous ressentis. La vraie question, c'est ce que tu as dit en fait, c'est des misfits. C'est est-ce que je vais trouver ma place? Est-ce que les gens vont m'aimer pour celui que je suis? Est-ce que je suis capable de m'assumer, etc., etc. Et sans que tu prennes forcément les raisons, on va dire, de l'origine, que ce soit du bullying ou des choses comme ça. Si tu prends juste n'importe quelle personne, n'importe lequel d'entre nous autour de cette table, on sait poser ces questions-là. Est-ce que dans le monde, là, les gens, ils vont m'aimer pour qui je suis, etc., etc. Et tu as plein de doutes comme ça. Et j'ai l'impression que c'est plutôt ça qu'on nous montre à voir et que l'excuse de cette relation qui se noue entre les deux, c'est surtout un moyen pour eux d'évoluer pas mal. J'en veux pour preuve un moment assez fort dans la série qui doit être dans l'épisode 7 ou 8, je sais plus, quand, tu sais, Lily, elle est... globalement, c'est juste un petit peu avant Noël. Il y a sa famille qui est revenue, donc ses parents qui sont revenus en surprise, etc. Et tu as une espèce de moment où le grand-père, je crois que c'est une espèce de cérémonie classique japonaise, je veux pas dire de bêtises, pendant lequel le grand-père ouais. commence à dire ses 4 vérités à chacun des membres de la famille. Et quand Lily va s'approcher de lui, là, on est vraiment dans un combat contre le patriarcat, parce que finalement, elle va complètement s'affirmer pour la première fois, assumer qui elle est, tenir tête coup sur coup à son grand-père, à son père qui lui avait caché qu'il fallait aller vivre aux Fidji, qui est un des plot twists de la série. Elle va tenir tête aussi à son frère qui est hyper lâche, etc., etc., avec sa propre relation d'amour. Et en fait, on voit une Lily qui, à ce moment-là, devient elle-même, s'assume et est capable de commencer à vraiment vivre, quoi. Ouais, moi je suis assez d'accord sur le fait que l'histoire d'amour est une excuse et qu'après cette scène de l'explosion finalement des 4 vérités, pour moi
je l'ai trouvé assez banale au final parce que tu la vois dans plein de séries où avant Noël, le personnage principal accumule plein de choses et lâche tout sur ses différents opponents. Que ce soit. Alors là, effectivement, je pense que tu as raison, il y a une sous-couche du combat contre le patriarcat qui est assez intéressante. En revanche, Est-ce que je peux me c'est un peu un permettre classique. de donner un petit point de contexte? C'est banal, mais il y a un autre truc qu'on doit prendre en compte dans cette série, c'est la représentation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de séries, et encore moins de comédies romantiques comme on l'a en tout cas catégorisé jusqu'à maintenant, où le personnage principal vient de ce type d'origine avec ce type de culture. Là, on est sur une culture japonaise, asiatique de l'Est, où la parole et assumer ses émotions et ce type-là de choses, c'est pas du tout si commun que ça. Donc en fait, ce qu'ils mettent en évidence dans cette série à travers ce personnage-là, dans cette famille-là, c'est complètement pas commun pour des raisons de représentativité. Ouais, si je peux me permettre, justement. Moi, je connais pas énormément, je suis pas un énorme connaisseur, mais je connais un peu la culture japonaise, et notamment sur la question des émotions. Moi, j'ai un ami japonais. Et ouais, moi, je suis japonais, domo. Domo les gars. Non, le problème, justement, c'est que tous ces personnages-là sont, pour la plupart, d'origine japonaise. C'est absolument pas crédible une seconde ce qui se passe de l'épisode 1 à l'épisode 8. Mais vraiment. Ce que tu dis, justement, c'est beau, la libération de la parole face au grand-père dans ce type de culture. Ouais, tout à fait. Sauf que depuis le premier épisode, en fait, il y a des gros problèmes. Toute ma famille se réunit avec le même pyjama, on a des gros sourires, on adore Noël, on rigole et tout. Non, ça, tu oublies directement, en fait. Le grand-père qui chiale à un moment donné dans le salon, t'oublies aussi. Ils sont tous très, très expressifs, en fait. Depuis le début. Oui, mais t'es sur une famille qui... Alors, par exemple, le premier passage avec la famille qui serait tous en pyjama, etc. Tu vois, moi, je me suis posé la question de, si on revient au thème de l'idéalisation, et d'ailleurs, l'extrait qu'on a diffusé tout à l'heure, à quel point c'est pas elle qui idéalise cette famille-là, tu vois, à quel point c'est vraiment vrai qu'ils sont tous comme ça. Par contre, le grand-père qui va pleurer, le fait qu'il soit expressif, c'est vrai que ça vient déjouer en partie cette culture-là, mais on est dans une famille qui nous est représentée, qui est mixte. C'est-à-dire qu'on a le père qui doit être américain, je pense, et le reste de la famille qui est d'origine japonaise. Donc ce sont des gens qui vivent à minima, même le grand-père, depuis 30 ans à New York. Il a l'air vachement implanté, il a une nouvelle petite copine, enfin il a l'air d'être très implanté aux US. Donc on est dans une histoire familiale avec tout un poids qui est dans une dans une famille comme ça peut exister, avec le poids de cette culture, mais une culture qui est en train de se mixer avec le pays d'adoption, quoi. Donc en fait, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant, ces choses-là, et je trouvais justement que c'était pas une simple redite de ce qu'on a pu voir ailleurs. Voilà. C'était ça mon point, parce que c'est vrai qu'il y avait de l'originalité au moins sur ce point-là, sur les origines et sur la culture. Ça, c'était très original. Ouais. C'était sympa. Oui, ça, mais pourquoi ils nous ont mis... Moi, ce qui m'a gêné, parce que là, c'est intéressant la manière dont vous l'évoquez, finalement, sur cette découverte. C'est un univers créé qui est assez intéressant. Mais on l'a catégorisé comme rom-com pour une bonne raison. C'est que derrière, je suis désolé, l'amour est assez omniprésent. Ils parlent de leurs sentiments, ils développent des sentiments. Tu as Boomer qui le tease à un moment donné en disant « Ah, t'es en train de tomber amoureux ». Il y a ce côté... amour lourd, du coup, qui, moi, m'a dérangé. Au final, si t'enlèves cette couche ratée, il y a plein de choses intéressantes qui sont développées, mais c'est raté. T'as déjà eu 17 ans? Ouais, mais du coup, ça me gêne. Et attends, Mais j'ai juste une question. Il a 17 ans, Tu Il a 17 ans, le gars une place dans ta vie qui était énorme de te poser Non, mais la Dash. question des intérêts amoureux, de machin, etc. Dash, il a 40 ans. Dash, il a 17 ans, parce que pour moi, il a 40 ans. Quand tu prends un petit brandy dans ton petit loft, il a 40 balais. Donc c'est acceptable si t'as 17 ans, mais ils ont 40 balais, les machins. Je suis désolé. je faisais Le mec, ça. Le mec qui ça à dit son 17 ans. Kierkegaard en buvant son bourbon, oui, vous comprenez les coups. Non, mais oh c'est là ça. là. Alors Ça désolé, marche on pas. n'était pas tous lame à 17 ans. Tu faisais ça. Moi, je portais un peignoir. C'est intéressant. J'étais avec mon petit brandy. Oui, enfin, je me Avec mon reconnais quand même. cigare. D'accord, ok. Non, mais c'est incohérent. Je trouve que c'est pas cohérent, le reste d'avant. Je suis d'accord, effectivement. Moi, ça me fait penser, tu sais, aux mots qu'on se racontait dans les cahiers de texte. Voilà, c'est un peu ça. Où on s'envoyait des petits mots, tu sais, pendant les cours, là. Oh, t'as un joli pull aujourd'hui. Oh, tes lunettes te vont très bien. Bon, voilà. C'est pour ça qu'à 17 ans, moi, j'arrivais pas très bien avec les filles. Mais je pense que Mais c'était pas les meilleurs pick-up lines, on va pas se mentir. maintenant, je le réalise, tu vois, grâce à Dash and Lily. Mais c'est un bon point ce que tu dis. Tu vois, par exemple, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans les personnages, c'était... Il y a plein de moments où ils sont clichés, ces personnages. Et je pense que d'autres en parleront mieux que moi. Par contre, ce qui est assez cool, c'est de voir des gens
qui se posent plein de questions, qui sont érudits, ce qui est assez rare. Même, tu vois, alors ça n'a pas été suivi d'effet dans le reste des épisodes, mais l'épisode 1 notamment, moi je l'ai regardé avec ma compagne, cette série, et ce qui était assez intéressant, c'est qu'elle a beaucoup plus lu que moi, donc notamment les classiques, etc. Et elle, les 2 premiers épisodes, je crois, elle reconnaissait un nombre incalculable de références littéraires que moi j'avais pas du tout, et donc eux ont utilisé dans leurs échanges épistolaires des 2 premiers épisodes, je crois. Et donc en fait, tu vois, même ça, cette représentation là de gens très érudits qui se font chier en soirée, mais qui ont plus de profondeur et qui ont envie d'aller plus loin, j'ai trouvé pareil que c'était assez intéressant. Et notamment quand tu prends le parallèle donc du coup du dating dont je parlais tout à l'heure, qui est le slow dating. Moi je suis pas sûr que ce soit tellement une ancienne façon de faire du dating, parce que par exemple dans un monde où tu as Tinder qui a révolutionné pas mal de rencontres, qui est à l'origine de beaucoup de rencontres, Tinder, c'est quand même intéressant de voir que l'essentiel des premiers échanges, ça se fait par de l'écrit, quoi. Ouais, même s'ils ont mis les vidéos, je crois, maintenant pour essayer de changer un peu ça. Mais après, j'ai vu aussi l'essentiel j'ai vu des discussions par GIF. Alors moi, je suis pas sur Tinder. J'ai vu des moyens d'expression un petit peu différents, des GIFs, des dash pics. Des dash pics. Ah ouais, d'accord, mais ok, bonne. Je propose qu'on passe au thème suivant, les amis, parce qu'on a un tout petit peu débordé. Alors, c'est un peu structuré, mais bon, on a parlé un peu de tout là, c'est très bien. Hein. Mais du coup, pour passer à la suite, avant ça, je vous propose une petite question blitz que nous avons sortie la dernière fois et que nous allons reprendre. Donc, c'est des questions rapides auxquelles vous devez répondre, sur lesquelles je vous pose des questions. Alors, c'est soit des anecdotes, soit des questions rapides. Voilà, jingle. La question blitz. La question blitz. La question blitz. Magnifique jingle. Faire, hein, si vous avez le volume un peu fort. C'était magnifique. C'était magnifique. J'ai une larme aux yeux là. Qu'on est sur une composition de maître sur ce jingle. Et d'ailleurs, je sais pas quel artiste a engagé, mais la performance du milieu là, m'a paru assez exceptionnelle. C'est une femme d'ailleurs. Question Blitz, les amis. Question Blitz. Juste parce que nous avons discuté de Dash Lily et de l'âge potentiellement de Dash, je vous demande à chacun de me donner l'âge réel des acteurs. Voilà, donc Romain, Dash et Lily, quel âge 24. Et pour Lily, enfin Dash, Lily 24 les 24. deux. Ok, Pierre 40 ans pour Dash, voire 50, hein, je pense qu'on est dans ces eaux-là. Et Lily, je sais pas, 10 ans Benjamin intellectuellement. Dash 30, Lily, quelque chose comme 27-28. Olivier Je dirais que Lily, elle doit avoir 32 et Dash, il doit avoir dans les 28, je pense. Ah putain, vous les vieillissez. Enfin, Pierre était assez accurate. Hein. Du coup, Dash 24 ans, Lily 26 ans. Du coup, Dash, Romain extraordinaire. moi, ça m'a surpris le côté Dash si jeune au final. Parce que vraiment, il a le comportement, vous l'avez compris, on en a parlé. Oui. Fin d'anecdote, Boomer à 21 ans. Il est trop mignon, Boomer. C'est mon préféré. C'est le personnage intéressant. Du coup, c'est des bons comédiens, puisque finalement, ils ont réussi à nous faire croire, notamment Dash, qu'il était beaucoup plus vieux que ce qu'on aurait pu dire. Et d'ailleurs, alors, pareil, anecdote, je me suis posé la question, pourquoi ils prennent toujours, tu sais, des acteurs qui sont, tu vois, qui sont plus âgés, globalement. Et donc, apparemment, ça vient de leur système de loi aux US, parce que c'est super, super compliqué, tendu, de faire jouer des gens qui sont mineurs, en fait. Et d'autant plus quand il va y avoir de l'histoire amoureuse. C'est-à-dire, si tu lui fais avoir des baisers, des machins, etc., c'est ultra puritain, on le sait, les US. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'ils prennent régulièrement des comédiens plus âgés. Même tous les teen movies qui sortent, où les personnages principaux sont censés avoir 15-16 ans, ils ont toujours au moins 19 ans, parce qu'ils font hyper gaffe à ça, quoi. Mais alors comment ils ont fait pour Cuties du coup? Parce que c'était le problème. Typiquement, ouais, mais il était le film Cuties, était légal. Minium, qui est un film français, pas US. C'est un film français et ça a fait vachement de bruit, et il y a plein de gens qui se sont attaqués à Netflix, parce que c'est Netflix qui l'a produit pour le diffuser aux US. Et là-bas, c'était très problématique, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de voir des corps donc d'enfants qui puissent être montrés sous un autre angle que la mignonnerie. Alors qu'en fait, c'est typiquement ce que dénonce le ouais, mais ça devrait être problématique film. partout en fait, parce que quitte à dénoncer, enfin c'est pas le sujet de toute façon, mais c'est peut-être la pire façon de dénoncer un truc possible. Mais bon.
C'était un peu dénoncé dans Little Miss Sunshine aussi, là où il y a les pageants. Elle est Oui. toute petite, la fille aussi. Ouais, Et ça avait fait scandale aussi en son temps de mémoire. Oui. Un peu du même acabit. Ok, cool. Et Langton a 29 ans, juste le frère, qui est superbe aussi. Voilà. Fin de l'anecdote. Du coup, pour ce deuxième sujet, quelque chose d'assez central dans le rythme. On va rentrer un petit peu dans le rythme de la série. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Je me suis fait chier, je me suis pas fait chier. Il y a des mots qui sont durs, comme disait Benjamin. Donc, je vous propose de parler maintenant des plot twists, des rebondissements, des ex, du départ aux Fidji et de toutes ces choses magnifiques. Extrait. So my ex-girlfriend is in town. She's back for the holidays, and she texted me she wants to see me. I don't know what to do. Nous avons entendu notre ami Dash disait que sa petite amie Du brandy. qui buvait un petit brandy en faisant des mochis. Sa petite amie, son ex-petite amie, pardon, était de retour en ville. Alors, entre nous, juste petite aparté, moi, c'est la fille rêvée, l'ex-petite amie. Faut qu'il aurait fallu rester avec elle. Elle est superbe, géniale, quoi. Ça, c'est mon avis personnel. Olivier dit non, mais je suis désolé, elle est superbe, cette fille. Non, on est d'accord avec Olivier. Ok, donc du coup, il y a pas mal de rebondissements qui, moi, sont qui ont contribué au fait que je suis putain, c'est facile. Alors vous allez me dire, oui, 17 ans, il y a des ex, mais en fait, tout d'un coup, ton père va prendre un boulot au Fidji, wouhou. Et moi, ça m'a saoulé, quoi. Ça m'a saoulé, tout simplement. Je trouvais que ça cassait le rythme, au contraire, et que ça n'avait aucun intérêt au niveau de la narration, si ce n'est juste, tout d'un coup, bam, je te pose ça là. Oh, forcément, mon émotion change, et du coup, tout ça. Chiant. Ah, mais clairement. Et puis tous les clichés qui sont passés, enfin tous les plot twists importants qui sont passés, c'était les trucs les plus prévisibles au monde. Genre le truc en mode Fiji, tu sais qu'il faut préparer à la fin en mode il y a un contretemps qui arrive, et il va falloir faire une réaction rapide, c'était obligé et c'était nul. Le truc de l'ex qui revient en ville, c'était ultra prévisible aussi. C'est littéralement dans toutes les rom-coms, il y a un truc comme ça. Moi, les seuls plot twists que j'ai bien aimé, c'est des trucs ultra mineurs, et peut-être que c'est un peu débile d'ailleurs, mais genre le truc où en fin de compte ils se rendent compte sur le notebook qu'il y a un méga quiproquo et qu'il y en a un qui aime Noël et l'autre pas du tout. Enfin, ça peut-être que vous y êtes attendu, mais moi ça m'a vite fait surpris et j'ai trouvé ça rigolo. Et que des trucs comme ça, quoi, alors que les vrais plot twists qui auraient dû faire avancer le plot, et c'était nul, quoi. Ouais. Après, au moins, on évite un énorme cliché. Je m'y attendais à x1000, pourtant, c'était l'ex un peu maléfique, là, qui aurait foutu le bordel. Ouais. Et pour le coup, ils l'ont évité, c'est pas trop mal, parce que c'était pas gagné. Ouais, mais ils pouvaient pas le faire. Vas-y, Olivier, excuse-moi. Pour le coup, moi, je trouve que tu viens de le dire. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que là, ils prennent un cliché classique et ils le déjouent complètement. Et même la manière de... Donc, ils montrent quand même une comédienne qui est très jolie, qui est latine, qui est un personnage fort aussi, qui est vachement intelligente. Tu vois, il te montre pas une nana. La plupart du temps, on te montre plutôt un personnage qui va être creux et globalement qui est juste là pour son look. Elle, pas du tout. Elle est intelligente. Elle a voyagé énormément. Elle parle je sais pas combien de langues. Et quand elle va revoir son ex, eh ben, il va y avoir une évolution des deux côtés parce qu'elle va respecter le fait que lui, il est attaché à quelqu'un d'autre et qu'il est en train de se transformer. Elle le reconnaît en lui, en train de se transformer. Et en fait, on déjoue complètement un cliché classique, un ressort classique pour moi de la comédie romantique. Donc pour moi, ça, c'est par exemple, c'est prévisible, mais c'est complètement, ça fait évoluer l'histoire d'une manière très différente. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on déjoue un cliché qu'on aurait pu avoir facilement grâce à un autre énorme cliché. Et ce cliché, c'est ce que moi j'appelle le Santaus ex machina. C'est-à-dire la magie de Noël qui te tombe sur la gueule, mais de façon, allez, un peu de scénarium, s'il vous plaît. Ah oui, je vous en mets 3 kilos? Non, 8, c'est bien. Bam! C'est un scandale. C'est un scandale. Regarde, dans cette série, il n'y a pas un méchant. Il n'y a pas un connard. Il n'y a pas un mec qui est moralement répréhensible. Parce que même quand ils font de la merde, il y a leur petite scène où on se dit « Ah non, ils sont pas vraiment des cons. Ils sont compliqués, et puis leur vie est comme ça. » Et puis finalement, non. Tout le monde est gentil. Tout le monde est adorable. Parce que c'est Noël. Mais non, je suis pas d'accord. C'est plus de la neige qui tombe, c'est de la drogue. Ils sont tous détruits. Non, mais alors, j'adore ton style, mais tu dis des trucs qui sont quand même très foireux. Ah, vas-y, dis-moi. Alors, mon point, c'est trouve-moi un méchant.
Non, mais il n'y a pas de méchant, parce que la vie, il n'y a pas de méchant, en fait. C'est vraiment ça. C'est la dichotomie. Ah oui. C'est-à-dire, dans une narration, tu vas essayer de chercher le gentil et le méchant. Dans la vraie vie, et je pense qu'on est maintenant tous assez âgés autour de cette table, pour se dire qu'il n'y a clairement pas de méchant, il n'y a que des nuances de gris. On a tous fait des saloperies, on a tous fait des trucs trop cool, et on peut tous être multidimensionnels. Donc en fait, que les personnages qui te sont montrés à plein de moments comme étant un peu banco, ou ayant un comportement à la con, le fait que derrière tu puisses dire oui, en fait c'est des gens, c'est des humains en fait, donc oui, bien sûr ils font des conneries, mais ils font pas que ça. Je trouve que c'est assez réaliste, tu vois, de la vraie vie, quoi. Mais justement, ils sont unidimensionnels. Ils sont pas multidimensionnels. Il y a, comme dit Fumby, il y a que des gentils. Il n'y a pas une once, parce que t'as raison, on est tous multiples et de notre propre perspective, on n'est ni méchant ni gentil. Mais dans la perspective des autres, tu vois des choses qui peuvent te blesser, des choses qui peuvent... Et quelque part, tu vas catégoriser les personnes comme gentilles, méchantes, c'est surtout dans un scénario. Et là, en fait, il y a que du bon. Donc en fait, pour moi, ça m'a cassé. Alors, j'adore, je suis un putain optimiste, etc. Mais quelque part, ça manquait peut-être d'opposition le à des Grinch. moments. Comment? Le Le Grinch? Grinch, quoi. Non, même pas. Non, même pas. Mais Le père Fouettard. je suis d'accord qu'ils Mais sont non, mais très c'est une unilatéraux, comédie de ils Noël manquent filmée. absolument de profondeur. Et la plupart des personnages, le seul qui est montré d'un œil négatif, c'est le mec qui était le bully à l'école primaire. Et en fin de compte, même son histoire, elle est traitée misérablement. C'est-à-dire que tu pars sur un pseudo-arc rédemption, il apporte des trucs qui sont essentiels à Lily pour sa progression en tant que personnage, en lui disant, je sais pas pourquoi personne t'a jamais embrassé, des trucs comme ça, pour être finalement quand même traité comme le méchant de l'histoire. Enfin, tu sais pas ce qu'ils veulent en faire. Je pense que eux-mêmes savaient pas ce qu'ils voulaient en faire. Et c'est l'exemple type où ils ont absolument pas creusé les personnages, quoi. Lui, il était là pour servir un moment, et après, ils se sont dit, on en fait quoi? Ah ouais, on le montre seul à la fin, comme ça, on sait que c'est un connard. Enfin, je sais pas, mais et la plupart des personnages, je trouve maltraités. Dash, il est ultra unilatéral. Enfin, il y a pas de profondeur à son personnage. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il aime pas Noël, et qu'à un moment, il devient miraculeusement joyeux, et c'est tout, quoi. Après, il y a un personnage qui est quand même très profond, hein, et qui amène des twists incroyables. Et ça, pour le coup, je pense que j'ai adoré, quoi. C'est tellement original, magnifique, bien amené, logique. C'est le petit elfe, quoi. Ah oui. Franchement, l'elfe, il est incroyable, quoi. Mais déjà, dans l'épisode à J'ai toujours Macy's, pas compris. qui est complètement sans intérêt, tu vois des ralentis, tu vois ces figures de style, juste pour montrer qu'il y a un Macy's qui est magnifique à New York, et effectivement, qui est santaïfié, pour reprendre les mots de Benjamin. Et ce mec, tout d'un coup, tu le retrouves, je crois, à 2 reprises, et il est là, mais what? Le mec, il attend, dans le dernier épisode, il attend, il est là, il donne les clés. C'est passe-partout le mec. Alors qu'en plus, il était J'avoue, ultra hostile. Il était ultra hostile au début, et ça devient le plot device le plus important du truc. Je suis vachement d'accord avec ce qu'avait dit Fumby sur le côté Santaeus Machina. Moi, j'ai noté ça un peu aussi, pas formulé comme ça. Mais c'est littéralement le plus gros Deus Ex Machina de fin. Le mec, c'est le soir du Nouvel An. Il a passé 4 heures dans le froid devant une bibliothèque inconnue pour servir un mec qu'il aimait pas du tout en plus, et pour juste être là pour donner les clés dans le cas possible où la meuf arrive 4 heures après l'heure attendue. Genre, c'est le soir du Nouvel An, il fait quelque chose, non? Enfin, je sais pas, c'était nul, quoi. Mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui vous est arrivé dans vos enfances? Elle est où votre magie de Noël, quoi? Je comprends pas, mais c'est hyper normal qu'il y ait un creep qui t'attende pendant 4 heures derrière un escalier, dans le froid, dans le... Enfin, et que le mec, il soit, en fait, il est bon au fond, tu vois. Mais non, mais pour le coup, c'est marrant parce qu'on a l'entrée en matière dans le podcast, c'était finalement, je comprends pas bien pourquoi. Enfin, c'est pas comme Noël. Tu vois, par exemple, l'avis de Thomas, c'était moi, j'adore l'esprit de Noël, c'est trop bien. Et quand il y en a un peu, quand ils nous en saupoudrent un peu, parce qu'il y en a quand même, vous nous dites, franchement, ça fait trop comédie de Noël. Mais moi, je sais pas l'esprit de Noël. C'est le plaisir coupable de l'exercice. Évidemment que ce personnage, il a aucun sens. Depuis le début, il est là pour déclencher des rires. Il est pas là pour être crédible, celui-là. Mais il en déclenche pas. Moi, j'ai en plus, Quel rire? Il donne juste l'objet. Moi, il m'a fait marrer marrer dans les premières scènes. Il était rigolo. Non, mais il est pas rigolo. Non, il est pas rigolo. Non, si, attends, si. Même moi, je me suis posé la question si c'était pas un caméo à un moment. Je me suis dit, c'est un mec hyper connu que je connais pas, et ils veulent le placer là. Et en fait, non, pas un caméo du tout. Mais ils ont essayé de le rendre drôle avec la scène en mode oui, mais il a joué dans telle série, et du coup l'autre en profite, c'est pour essayer de piquer son narcissisme en mode ah oui, je t'ai vu, ta performance était incroyable, et c'est ça où ils ont essayé de faire de l'humour, quoi. Mais
Ça Mais marche c'est pas. même pas de l'humour parce qu'en fait du coup le copain de Dash il le fait très premier degré en fait. Tu vois qu'il le fait au début pour un petit peu manipuler, mais après il va quand même Oui. accrocher son Mmh. image sur le mur dans son restaurant. Donc en fait là déjà t'es dans le complet esprit de Noël. Moi j'avoue que sur ces quelques trucs qui sont effectivement en termes de narration pétés, moi j'ai joué la carte et peut-être qu'on la jouera de temps en temps dans certains podcasts. Moi j'ai joué la suspension de crédulité là en disant c'est quand même une comédie de Noël, donc il y a forcément des trucs qui vont être cuculapraline. Et honnêtement, c'est pour ça que je vous disais dans mon avis de départ que oui, il y avait des moments, c'était un peu feel good et un peu, voilà, bah, j'ai bien aimé, quoi. C'était plaisir coupable. Ouais, je suis content que tu parles de la suspension consentie de l'incrédulité, parce que c'est justement le gros problème de la série. C'est que dans tout récit, si jamais tu peux introduire les éléments que tu veux, tu aurais pu mettre un dragon à New York, hein, si jamais le scénario l'expliquait, il n'y a aucun problème. Je veux voir cette version. Moi aussi. Moi aussi. Je suis très curieux. Là, Mais j'aimerais. par contre, cette série, justement, ne permet jamais, en fait, d'appliquer ces suspensions de l'incrédulité parce que rien ne tient la route et rien dans le postulat de départ n'indique que Boomer, qui a 20 piges et qui est présenté en plus comme quelqu'un d'extrêmement niais, entre guillemets, il est très gentil, tu vois. Il fait confiance à tout le monde, il est généreux, voilà, c'est Boomer. Aille au cinéma avec un mec de 40 piges qui fait lève dans les supermarchés. Parce qu'il le dit à un moment donné, ouais, j'étais au ciné avec lui et tout. Ouais, fais Moi, gaffe ce que j'appelle tu les dis sur flics, en Boomer, fait. quand même. J'appelle les flics. Mais c'est ça, pour Parce moi, que il n'y a pas de magie de Noël là-dessus. Hein. C'est c'est juste le cas. c'est Si, pas logique. à la limite, dans Maman, j'ai raté l'avion, ça aurait été un cambrioleur, tu vois, si on parle des références de Noël, tu vois. Mais c'est vrai. je veux dire, s'il y a pas pour moi, c'est justement pas distiller ce que j'entends être la magie de Noël, quoi. Moi, c'est la magie de Noël. Alors, dans un des trucs, ça c'était cuculapral, les illuminations, là, quand il y aura les illuminations à l'autre bout de New York, bah ça, j'ai trouvé ça mignon. Je lui dis, ouais, mais moi, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien aller tout d'un coup, et puis il neige. Et puis moi, j'aime bien la neige. Et puis voilà, quoi. Ça c'est Noël. Enfin, c'est l'esprit de Noël dans l'imaginaire collectif et qui est le mien, du coup. Mais l'elfe, non, pas du tout. C'est un so what? Pourquoi t'es là, mec? C'était au sexe machina, clairement. Du coup, je propose, c'est parfait, de passer à l'autre thème. Jingle! La question blitz. La question blitz. La question blitz. Attention, question extrêmement rapide. Est-ce que vous aussi, quand vous aviez 16-17 ans, vous buviez du brandy chez votre père millionnaire? Olivier, puisque tu as déjà répondu à la question. Oui, j'étais dans la seule tour qui est présente en Ariège, qui est vraiment un bled très paumé. Et j'étais dans le seul gratte-ciel de là-bas et je buvais du Porto, en l'occurrence. Le château de Foix. Pierre? Je suis pas sûr d'avoir envie de répondre à cette question, mais. Bah oui, non, mais bien sûr, évidemment. Bandu, tout ce qui était accessible à nos moyens extrêmes, bien sûr. En peignoir, léopard, évidemment. Mais oui, non, exactement. Alors, puisqu'on Même parle de enfance. peignoir, Benjamin, parce que personne ne le voit, mais généralement, il est en peignoir lors du Je podcast. suis habillé. Moi, c'est très simple. Quand j'avais 17 ans, je faisais des soirées de clodo et on mélangeait du coca avec du vin rouge de basse qualité. Voilà. Je vais donc quitter ce podcast. Ça s'appelle Akeli Mouchetot. Eh non. Et moi, malheureusement, j'ai eu le même trauma que Lily. Que Lily, oui, ça a été très dur. En CE1, on m'a repoussé une fois. Depuis, ma vie est un calvaire, un enfer. J'ai 33 ans, je n'ose pas sortir, je ne vois pas Et de... tu t'es mis à la muscu Tout est pour dur ça, dans ma non vie. Mais tu peux pas le voir, je ne me montre pas, je ne sors pas, je ne fais plus rien, je ne sais plus quoi faire. Je cherche la personne qui m'a bully à l'époque, je ne la retrouve pas. Michel, si tu m'écoutes. Mais tu devrais aller dans un comedy club. Fais de l'impro. Tu le retrouveras peut-être. Waouh! Ah Waouh! Ah non, pourrait Ok, sortir pardon pour Maniaque cette que tu te question fasses blitz. bully, encore. Question blitz intermittente, nous allons vous parler comme alors, c'est un peu dans le désordre, donc on a voulu bosser la structure et là on se retrouve complètement déstructuré. Donc nous allons parler de New York qui, je pense, c'est un thème assez prédominant. Alors c'est ma ville préférée dans toute l'humanité, même si j'ai compris avec les États-Unis, mais c'est encore autre chose. En gros, New York est prédominant. La série se passe dans un autre endroit que New York. Ça fonctionne pour vous ou pas? Absolument Non. pas. Non. Oui. Non, La même série à Melun, tu regardes pas 10 minutes. Non, mais Ah non, là, il y ça a d'autres m'intéresse villes plus. que Melun. Ah, moi, là, ça me plaît. Hein. Surtout s'il y a un dragon comme ZFM. Là, ça peut être vraiment sympa. Oui, ça pourrait marcher ailleurs pour moi. Non, mais il y a dans quasiment beaucoup de capitales du monde. Ouais, Enfin, dans c'est les pas une capitales. capitale pour le coup, mais... Parce que le visuel crée l'engouement. Oui, mais voilà, Mais mais l'histoire, on non. va pas forcément à Melun. Ouais, pas Melun, Ouais, mais même à Nantes, Toulouse, ce que tu veux, une ville assez Ouais, mais- grande. Non, mais une capitale ou une énorme ville, enfin une énorme mégapole en tout cas. New York à Noël, ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'assez différent de pas mal de Oui. capitales quand même. Et c'est quand même une
des plus grosses villes du monde. Enfin, c'est le Big Apple, quoi. Et je pense qu'effectivement, pour moi, New York, ça joue vachement. Enfin, vraiment, je pense pas que Paris soit la même ambiance à Noël qu'à New York, quoi. Après, je me trompe peut-être. non. En ce moment, pas trop, mais Ah ouais, c'est pas assez totalement. contextuel. En même temps, c'est aussi la culture américaine. C'est pas du Bah tout. oui, C'était oui, pareil c'est chez ça. eux que chez nous. C'est pour ça que pour moi, ça marcherait pas ailleurs. Pour moi, tu as deux intérêts à ce que ce soit New York plutôt qu'une autre ville. Le premier, je pense, c'est que ça fait appel à notre nostalgie. Je crois que pour tout le monde, New York, c'est un peu la ville qu'on associe déjà à d'autres comédies romantiques, mais même à plein d'éléments de la pop culture. Donc en fait, tu as un truc un peu... Tu vois, si tu veux faire un film feel good, c'est quand même plus simple de le positionner dans un lieu qui, quand tu vas revisiter un petit peu l'ambiance, ça va vraiment faire appel à des trucs que tu as pu aimer dans ton passé, quoi. Donc moi, je pense que tu as un petit peu un rapport de nostalgie comme ça avec New York qu'on connaît tous, même si on l'a pas tous visité. Donc je pense que ça, ils ont un peu joué cette carte-là. D'ailleurs, on le voit bien parce que du coup, après, l'histoire, elle se passe énormément via le système mince, comment tu dis, Dare, de Action vérité. Cap ou pas cap. Action ouais, vérité. voilà, cap ou pas cap. Truth or dare. T'as vraiment ce truc de en fait ils vont les faire visiter plein de lieux iconiques en fait, et t'as parlé par exemple de la partie qui toi t'as mis des étoiles dans les yeux quand il y a toutes les illuminations, et je suis à peu près sûr que les gens qui ont pu aller voir cette baraque, parce qu'elle existe vraiment, ils ont dû tu vois, trouver ça trop bien. Il y a un moment, il y a une scène avec Lex qui se passe dans un des musées, et c'était d'ailleurs la première fois en 30 ans qui réouvrait pour un tournage, et que, enfin bref, tu as plein de lieux comme ça iconiques qui ont été revisités dedans. Donc je pense que New York, il avait ces deux attraits-là, c'est que de te faire visiter des lieux assez sympas et de faire appel à ce truc de nostalgie, de voilà quoi. Mais j'avoue que j'aimerais bien voir la version qui se passe complètement ailleurs, dans une autre ville, mais moi j'ai bien aimé voir New York comme ça. Donc tu veux une saison 2, quoi. À Melun. Elle est en cours de prod, a priori, la saison 2. Vraiment? Parce que, Quoi? Non. ouais, parce oui. que Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est, on n'en a pas du tout parlé là dans le line-up du podcast, mais c'est tiré d'un livre de Young Adult qui est en 2 tomes. Et donc le premier tome se passe, c'est ce qu'on voit dans la série, sur une dizaine de jours pendant Noël. Et le tome 2 se passe aussi 1 an plus tard, sur une dizaine de jours pendant Noël. Et donc il semblerait qu'ils sont en train de produire la saison 2. Pitié. Donc rendez-vous dans donc un on an. va pouvoir se Le retrouver. tard, Vivement l'année prochaine. Le tard de ne C'est vrai. pas le courir. Ouais, on va bien l'ignorer. Ah, il y a tellement Ça, de ça va, séries non. qui n'ont pas de saison 2. Ok, très bien. Ouais, C'est dommage, hein, c'est vraiment c'est terrible. bête. Après, parce que je sais que ça fait pas l'unanimité, mais il n'y a que 2 tomes. Donc Ah. Ouais, donc New York. Vu Dash, ce qu'il donne à 20 ans, j'aimerais bien vraiment savoir dans le futur à quoi il ressemblera au final. Ah, ben il sera à 60 ans. Épisode maison de retraite. Alors voilà comment ça se passe. Lily, est-ce qu'on va pas en cours aujourd'hui? Ma Lily-Pad! Ok, les amis, je propose qu'on passe au dernier thème. Ah, mais avant, la question Blitz. 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 Alors du coup, nous parlions de New York et je m'interrogeais sur vos endroits favoris auxquels vous rêvez d'aller si vous n'y êtes pas allé, ou votre endroit tout juste préféré à New York, ou une petite expérience, anecdote new-yorkaise. Olivier, si tu veux commencer. je sais pas s'il y a des gens qui sont inspirés. New York, non, si, je peux raconter quand on a fêté ton anniversaire, parce que je suis encore en train de payer mes dettes auprès de la banque, parce qu'on a été dans un super restaurant avec une vue incroyable, dans un palace, dans un gratte-ciel. Bon, c'est vrai que la vue, franchement, elle est cool. Par contre, c'était quand même un petit peu cher, je vais pas me mentir. Millionnaire à New York. Des gens qui ont quelque chose à voir à New York, c'est votre truc préféré? J'ai absolument aucun affect avec New York. J'ai jamais foutu les pieds aux USA. Et même, tu sais, visuellement, quand je regarde des séries, je me dis pas, ah, trop bien, j'ai trop envie d'aller là et tout. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est, si je voulais les pieds là-bas, c'est juste me balader en fait. J'ai envie de me perdre à New York. Ça a l'air intéressant de se perdre à New York. Mais j'ai pas d'endroit spécifique où genre, ah, cet endroit-là a l'air trop bien et tout. Mais ouais, voilà. Mais c'est qu'il y a un petit cœur, du coup, qui bat. Mais sur cette- j'adore le romantisme, Olivier, quand il est logique et bien expliqué. Pierre? Ouais, moi, c'est la bibliothèque, je pense, comme Romain, du coup, qui m'a vachement donné envie. C'est pas le genre d'endroit où je fais beaucoup, et
peut-être à tort, mais celle-ci, elle avait, je sais pas, une espèce d'atmosphère qui avait l'air vraiment sympa. Et puis complètement anecdotique, mais j'aime bien les gros bâtiments. J'aimerais beaucoup voir l'Empire State Building un jour. Ça a l'air d'être vraiment magnifique. Voilà, C'est magnifique. Romain, enfin, tu Voilà. cherches l'amour dans la bibliothèque, on sait que tu vas y aller pour trouver ta Lily. Ah, mais Pierre. moi, je veux trouver c'est sûr que c'est. mon petit notebook rouge, quoi. Ouais, Lily, mais Lily, tu c'est sais, vu que tu utilises un Kindle, ça va pas marcher aussi bien. Ah, merde! L'amour est mort. Romain. Et non, je suis jamais allé du coup, mais un jour peut-être, pourquoi pas. Je pense que c'est prévu dans un Un futur, le futur où je peux reprendre l'avion déjà. Pour l'instant, c'est pas tout de suite, a priori. Un jour, j'irai à New York avec On toi. verra, c'est ça. Toute la Avec vie, vous. déconne. Avec vous. Ok, ça roule. Prochain thème. nous allons parler. Ah, pardon. Et toi? Ah, moi, Ah oui. mais en fait, exactement comme Benjamin l'a dit, le mieux dans New York, c'est de se balader à pied. Paradoxalement, c'est une grande ville, mais du coup, à pied, tu te perds, tu trouves à chaque fois des choses différentes. Tu lèves les yeux au ciel, tu lèves les yeux à gauche, tu lèves les yeux à droite, c'est complètement différent. Moi, je trouve que ça a une énergie incroyable. Et du coup, par rapport à ce qui s'est passé dans cette série, c'est aussi pour moi, c'est ce qui a rattrapé un peu le coup. C'est la découverte perpétuelle de cette ville. Ça me la remémore. Dans mon imaginaire, c'est vraiment une ville. Vraiment avec le plus d'énergie possible, quoi. Donc quand je vois ça, je suis instantanément content, et quand je suis là-bas, je suis instantanément content. Donc je l'explique pas parce qu'il y a du bruit, il y a la pollution, ça pue, mais j'adore. Donc ça Il y a de la vapeur c'est ce aussi. personnage qui m'a comment. Et il y a de la vapeur partout. Et la vapeur partout, c'est magnifique. Non mais ouais, il y a un truc un peu magique. Donc du coup, c'est la magie de Noël plus la magie de New York. Normalement, on régale méga gros kiff, feel good for me, et j'aurais été heureux. Mais non, ça c'est loupé. Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur New York, je me permets en une minute, c'est que une des raisons, je pense aussi, pour lesquelles ça a lieu à New York, c'est qu'on te montre quand même à voir, c'est un peu l'équivalent de Emily in Paris, quoi. C'est-à-dire, on te montre un New York qui est vraiment Manhattan, c'est dans un mouchoir de poche, et ils sont tous ultra riches, hein, les personnages de cette série, on l'a pas trop dit, mais c'est pas le New York de tout le monde, quoi. Comme Emily in Paris, elle est juste dans les quartiers de Paris qui sont incroyables, mais voilà, quoi. True. C'est mon petit bémol sur le New York, même si ça reste assez kiffant à J'aime regarder. bien quand tu mets des petits bémols, ça se met en musique. Prochain thème, quelque chose qu'on a assez peu abordé jusqu'à présent, les clichés. Lily. So, my dad is in town, a true Christmas nightmare. To make it worse, I'm being strong-armed into dinner. Seems like every year brings another awkward meal with his girlfriend of the week, culminating in a huge, explosive war of words with old Dado. Spent the entire meal trying to show off what a good parent he is. Dado. Mais déjà, qui appelle son père Dado? Papa. Papa! Ouais. Oh, father, bring me to the restaurant today. Oh my God, he only had 1,000 budget of 1,000 euro dollar. We only had 5 turkeys to eat, oh no. But It sadly, the was so best strange. night of wine. Most the Donc, worst of my life. les clichés majeurs de cette série. Alors, moi, mon cliché préféré, c'est le père. C'est l'extrait, on des extraits où il est forcément le père millionnaire. Donc, on le sait, parce que quand tu bois du brandy à 17 ans, c'est que ton père gagne assez bien sa vie. Et du coup, il a une femme différente à chaque fois. Il est très traumatisé, du coup, le pauvre petit Dash. Les enfants divorcés, c'est très compliqué. Le bullying à l'école. Donc, on est sur le bullying à l'école, voilà, avec un rappel des fois de voix off de 13 Reasons Why, alors que c'est des deux opposés. Des fois, j'étais là, putain, mais c'est quoi ce truc qui a été piqué, alors qu'il n'y a aucune profondeur dans cette série, la série de Dash et Lily, sur ce sujet-là. Il y a pas mal de clichés qui m'ont vachement dérangé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, tu parlais du bullying à l'école. Je pense que c'est On le parle point du que sport, ça- on est d'accord. Le bowling. Vous avez joué Ouais, au le bowling? bowling, ouais, le bowling à l'école. Ah, Le ok. 18 Moi, sur j'ai le joué au bowling. bowling. Moi, je suis au football. Mais... Ah, non, mais je pense qu'on va tous quasiment être d'accord pour dire que c'est le point le moins bien traité de la personnalité de Lily. Enfin, je suis désolé. Et pourtant, c'est le J'offre seul. des bracelets d'amitié. Ah oui, attention. Hein. J'offre des bracelets d'amitié à tous mes copains et puis il y en a, ils en veulent pas. Ah bah, je vais être traumatisé toute ma vie. Puis il m'a dit que j'étais bizarre quand j'avais 12 ans. Bah, ma vie est foutue. C'est quoi son énorme problème en fait, elle? Qu'est-ce qui se passe? Je veux bien qu'on soit fragile, hein. Mais là, c'est plus de la fragilité. Il y a les os de verre, il y a le mental de verre, quoi. On a soufflé trop fort dans sa direction, elle s'est écroulée. On a tous, absolument tous, je pense, subi à l'école, à une échelle ou une autre différente, bien sûr, mais à minima, cette échelle, en fait, d'enculade, si je peux me permettre.
C'est-à-dire que quelqu'un te fasse une crasse, que quelqu'un soit pas gentil, qu'on te parle mal une fois ou deux, tu vois. Et c'est le seul élément qui nous est apporté. Son personnage n'a pas de sens. Ce traumatisme n'a pas de sens. Et c'est même presque dérangeant quand elle monte sur la scène de stand-up pour faire genre un appel à la délivrance, un appel au combat contre tes agresseurs, tes oppresseurs, parce que son background est tellement faible que ça en devient gênant, en fait, quelque part. Même si le message est beau, c'est pas elle de le dire, en fait. Ah, clairement. Non, mais clairement. Surtout quand Thomas faisait la comparaison avec 13 Reasons Why, qui traite le sujet très très bien. Enfin, si tu mets ça à côté, c'est ridicule. Et c'est le seul truc qui est censé apporter de la profondeur au personnage. Et pour moi, ça démonte complètement le personnage. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun intérêt dans la série. Pour moi, les deux personnages principaux tombent tous les deux dans des clichés affreux qui les définissent, alors que finalement, il n'y a rien du tout. Et on revient sur un autre cliché, c'est celui des parents divorcés. La super scène je sais plus dans quel contexte, ou quand il écrit dans le notebook où il dit depuis que mes parents ont divorcé, Noël n'a jamais plus été pareil et je ne crois plus en la magie de Noël. Mais j'étais en facepalm devant toute cette scène. Enfin, les personnages ont zéro construction, ont une évolution pitoyable et tout ça, c'est monté sur des clichés absolument mal exécutés, quoi. Sans oublier que les opposés attirent. Ah oui. Et du coup, ça, c'est un peu ça. la romance, quoi. Du coup, c'est décrit dès le début, on n'est pas pareil, mais finalement, on trouve des points communs, et je change pour toi, et tu changes pour moi, et à la fin, Kumbaya, on est tous les deux compatibles. Et du coup, ça aussi, c'est un putain de cliché, le côté opposé s'attire. Franchement, dès les premières pages, dans un échange Tinder, pour reprendre le truc d'Olivier, tu fermes la page, quoi. Le mec, il est antipathique au possible, quoi. Et bon, je sais pas. Moi, ça m'a complètement fait perdre le fil, ce côté, tous les clichés qui arrivaient. Bah, on a parlé de l'elfe tout à l'heure, c'est pas un cliché, mais je le mets dans la même catégorie. C'est des trucs qui arrivent trop faciles, qui sont posés là, et le spectateur va se démerder avec. Et du coup, ça manque clairement d'une profondeur, d'une couche d'abstraction. Alors peut-être que le fait que ce soit une petite série, c'est des petits épisodes, tu peux pas forcément développer une profondeur extraordinaire en 8 petits épisodes de 20 minutes. Donc du coup, ça paraît peut-être... Du coup, ce serait intéressant de savoir par rapport au livre, d'ailleurs, si des auditeurs l'ont écouté, je serais ravi l'ont lu, pardon. Je serais ravi de savoir si c'est pareil, parce que l'évolution typiquement de Dash, pour moi, c'est le pire cliché du truc. D'un jour ou l'autre, le mec ultra aigri devient super dynamique. Et à l'inverse, la meuf ultra optimiste, tout d'un coup, en 2 épisodes, elle est complètement down. Alors, moi, j'ai pas réussi à accrocher, mais c'était peut-être cette notion de trop de clichés, pas assez de profondeur, pas assez de temps pour développer la profondeur. Mais en même temps, si ça durait plus de temps, moi, j'aurais pas vu la fin. J'aurais arrêté bien avant. Mais voilà, quoi. Je crois que c'est un peu la dépression qui s'est abattue. Ouais, Voilà, finalement. Mais l'esprit de Noël. Je repense à un truc, alors je sais pas si ça rentre pas dans les clichés ou alors si, mais pas du même genre de film, mais je voulais vraiment absolument reparler de cette super scène avec les mochi, quoi. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir vu un film de kung-fu hongkongais avec la scène super du Listen to the mochi. Et là, magiquement, il fait un mochi et il s'en souvient dans le restaurant. Enfin, je sais pas quoi dire, quoi. Cette scène est absolument pitoyable. Ouais, c'est... Écoute ta voix intérieure en faisant des mochis, quoi. Bah, c'est ça. Bref, en vrai, il y a tellement de choses qui sont... En fait, cette série est un cliché, tu vois, c'est... Parce que tout doit coller à l'esprit de Noël, tout doit être magnifique, tout doit être magique, et du coup, tout devient facile. Oui. Et donc, tout est cliché. Ils ont pris tous les raccourcis qu'ils pouvaient. Ils ont quasiment évité aucun raccourci. Par contre, j'ai découvert mon nouveau style de musique préféré. Le punk de Hanukkah, c'était exceptionnel. Mais vraiment, la musique. Ça, c'était Le punk juif, c'est fantastique. Hein. C'était J'avoue, c'est pas mal. génialissime. On pourrait mettre un Et c'est un extrait vrai d'ailleurs en groupe. post-prod. Ah ouais, C'est un vrai groupe. C'est un C'est vrai vrai groupe qui est connu de la scène new-yorkaise et qui est en fait venu pour le show. C'est un vrai groupe, ouais. Ça, je sais pas. Oh. Je suis content de on l'apprendre. sait quoi. C'est les vrais, je crois, ce qu'on voit dessus. Alors, je sais pas si les 2 principaux qui jouent vraiment dans la série sont vraiment membres du groupe, mais par contre, les autres membres, c'est vraiment leur musique, etc. quoi. Ça, je vais me faire une playlist. Excellent. On sait quoi aller voir à New York si on y va. Ce sera pas l'Empire State Building, ce sera ce groupe dans une cave new-yorkaise. Alors, moi, s'ils jouent sur l'Empire State Building, je suis d'autant plus content. Ça peut être pas mal. Excellent. On va conclure avec une petite question blitz et passer à la notation. La question blitz. La question blitz. La question blitz. Très rapidement, un des trucs le plus mystérieux, magnifique, qui rajoute de la profondeur au personnage de Dash, c'est son prénom. Très franchement, je suis un connecteur de mots. Et vous, si vous deviez être un connecteur de mots, quel serait votre prénom ?
Waouh. Waouh. Moi, par exemple, Waouh. ce serait virgule. C'est une question, quoi. À vous. Slash, ça marche? Oui. Ouais. Moi, je serais tiré. Moi, 2 points. Je sais pas quoi répondre. Olivier qui est déprimé. Là, tu vois, juste avant, on a parlé de tout ce qui ne va pas dans la série. Je suis déjà un peu triste. Je suis en train, tu vois, la magie de Noël qui m'avait habité, le feel good que j'avais ressenti est en train de s'estomper. Et puis cette question, quoi. Sans compter que, bon, 3 fois d'affilée le même générique, quoi. C'est dur pour moi. Ça me coûte conceptuel. beaucoup ce podcast. Franchement, Mais je comprends que t'en pleures parce que c'est vrai que c'est un beau jingle quand même. C'est ouais. oui, c'est Moi d'émotion. aussi. Je suis ému. Non, mais je comprends. Ça m'émeut facilement la beauté. C'est vrai, c'est beau. Très rapidement, donnons une note sur 10. Nous évoluons. C'est sur 5. L'épisode précédent, nous allons passer sur 10. Pierre, ta note sur 10? 3, 2, par là, hein, vraiment. Ah ouais, quand même. Waouh. Ah ouais, non, on est sur c'était les nul, hein. bas-fonds. Là. On est sur les bas-fonds. C'est Benjamin? violent. Bah, j'ai peur de Benjamin. Étonnamment, je vais lui mettre 4 parce que clairement, ça mérite pas la moyenne. Mais le format Netflix, la réalisation sauve beaucoup de choses. Mais par contre, les scénaristes, faut les virer. Netflix, Un homme les producteurs. donc plein de mesures. Toujours. Olivier? Moi, je vais mettre 5 parce que, encore une fois, moi, c'était quelque chose que. Moi j'ai vraiment aimé. C'est le plaisir coupable dont je parlais tout à l'heure, quoi. C'est un feel good où je suspends un peu pas mal de trucs que habituellement je critiquerais de manière un peu plus violente et j'essayais d'apprécier voilà, les bons côtés, quoi. Donc ça va être un 5, mais effectivement, c'est pas extraordinaire, quoi. Ça reste. Putain, Olivier, quand il aime quelque chose, il est sévère, quoi. Pam, quoi. Ah oui, c'est- J'avoue. T'as été, Olivier professeur, t'as été excellent, franchement, t'as fait du bon boulot. Allez, je te mets un petit 8 sur 20. Et t'as été très bon. C'était mon prof Non, de je maths. voulais quoi. pas qu'on me parle de mes expériences de bully quand je me faisais bullier par mes profs. Romain, ta note? Comme Olivier, 5. Ni nul, ni cool. Mais bon, ça passe le temps, quoi. Très bien. Voilà. Moi, je mettrais un bon petit 3,5 pour donner une nuance. Entre Pierre et Benjamin, New York rattrape le truc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais juste... On en a parlé dans l'introduction. Olivier n'a pas totalement détaillé. Moi, j'aime bien les anecdotes personnelles. J'aime bien sur lesquelles on peut relater. La dernière fois, j'avais parlé de quand j'ai perdu face à une petite fille de 8 ans. Olivier a dit à très juste titre, je crois, mais je ne sais pas exactement pourquoi. J'aimerais qu'il le détaille. Cela me rappelle un peu mon histoire. Olivier, est-ce que toi aussi, tu as écrit dans un livre rouge avec ta compagne que tu as cité cette fois, que tu avais omis de citer quand elle t'avait donné les tips sur Jackie Kennedy à l'épisode précédent? Olivier, quelle est cette histoire? Non, en fait, je pensais pas à elle. Merde. Big up à ma maîtresse. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Non, en vrai, non, j'ai pensé à 2 expériences dans ma vie. Quand j'avais 15-16 ans, justement, j'ai eu une relation épistolaire. Alors, c'est pas du tout une relation amoureuse, plutôt une amitié avec une. Tu vois, c'était l'époque des chats. J'avais rencontré quelqu'un et on avait commencé à discuter et on discutait que par échange de lettres. Au début, c'était des emails et du chat, et puis très vite, ça a été des lettres. Et on s'est jamais rencontrés. Et ça a été une amitié qui a duré 4-5 ans, qui était trop cool. Parce qu'en fait, ça permettait de parler de trucs. En fait, t'as pas du tout le même abord quand la personne fait pas vraiment partie intégrante de ton quotidien. Et du coup, c'est pour ça que le thème de la projection, etc., je trouvais ça intéressant. Après, blague à part, ma compagne, ça a été un peu pareil, parce qu'on s'est rencontrés via Tinder quand j'étais en voyage en Inde. Et ce qui est assez cool, c'est que pendant la première semaine et demie, on a parlé de manière inexplicable. Il y avait un truc, tu sentais qu'il y avait une connexion, alors que c'était que de l'écrit, des échanges assez succincts finalement. Et ça a duré une semaine et demie, donc quasiment la même période de temps que la série Dash et Lily, quoi. Et donc c'est pour ça que je me suis un peu reconnu finalement, puisque maintenant on est toujours en couple. Et voilà. Et est-ce que dans ton histoire, il y avait aussi à un moment donné un nain qui t'a donné, je sais pas, le plane ticket pour aller en Inde, tout ça? Je veux savoir si c'est récurrent. Tu parles de toi ou pas? Je sentais qu'au moment où j'ai tendu la perche, je sentais que j'allais m'en prendre une en revers de la main.
On aurait voulu si je l'avais pas fait. Ah, Parce ça aurait qu'effectivement, été ce qu'il faut triste. savoir, c'est que la personne qui est à l'origine de mon voyage là-bas, c'est quand même Thomas, puisqu'on était ensemble avec Romain aussi, mais c'est Thomas qui a été l'initiateur. Donc, Il tu l'avoue es enfin. un petit peu mon elfe à moi, quoi. Tu es donc, J'aime. C'est ça la conclusion. tu es son Je suis éternel Dobby. reconnaissant. Je suis Dobby. Je suis un bel elfe. Excellent. Merci pour ce partage. Nous aimons les personnes, les petites histoires. Pour conclure, juste par rapport Attends, à. je Oui, me pardon. permets, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des relations comme ça épistolaires, une capacité à parler et à connecter avec des gens juste à travers l'écrit, ou je suis le seul weirdos qui du coup explique pourquoi j'ai bien aimé. Non, mais moi, j'ai jamais Moi, il y eu a un ce genre problème, de je truc. sais pas écrire. Ouais, déjà. Délire. Mais moi, j'ai jamais eu ce genre de relation, mais je comprends parfaitement ce que tu as décrit, le côté la connexion c'est bien mieux, qu'on communique mieux par les mots que par l'écriture, par la parole, beaucoup de fois, et surtout le côté je ne connais pas cette personne, elle n'existe pas quelque part, et donc je peux me livrer à elle, tu vois. Ça, je trouve ça logique quelque part, c'est quelque chose de, enfin, que je comprends, quoi. Mais j'ai jamais eu ce genre de relation, moi. Tu vois, je voulais juste en savoir un peu plus sur vous et que nos auditeurs aussi apprennent à nous connaître. C'était mignon. Vous voulez pas C'était- savoir la vérité. Du coup, je rêve de savoir la vérité. Est-ce qu'on peut faire une autre série où on va creuser dans les vérités de Benjamin? Donc, qu'est-ce que ce serait? Quelle serait la série idéale pour creuser dans la Il y vie a de un Benjamin? reportage sur les tueurs en série qu'on pourrait commencer la semaine prochaine. Donc, le silence des agneaux, Allez. Hannibal Lecter, voilà. Hannibal Lecter, très bien. Cette série va être labellisée interdit à tous, en fait. Un homme charmant. Conclusion, ouverture. Pour vous, on a beaucoup parlé, on a un peu détruit la série, on a un peu détruit l'esprit de Noël. Et c'est un peu triste. Mais quelque part, on a tous dit qu'on était des romantiques. Fabi, Benjamin, tu as dit que tu étais un grand romantique. Olivier, on l'a senti, tu transpires l'amour. Romain, Pierre, j'aimerais savoir, c'est quoi pour vous les recettes d'abord d'une comédie romantique réussie? C'est quoi les trucs qui vous font kiffer, en fait, qui vous font aimer, juste de vous faire ressentir des émotions? C'est quoi les recettes? Qu'est-ce que vous y trouvez? Et avec des exemples, s'il vous plaît. Où est-ce que vous trouvez l'amour dans des séries ou dans des films? Putain. Facile. Tu prends Love Actually, tu fais l'inverse. Je suis dépité. C'est Le un host film est dans mes mort. top 3. Un film dans mes top 3. Bon, on pourra en reparler à l'occasion parce que Love Actually, c'est en fait le film, je pense, un des films les plus anti-romantiques et qui est du coup intéressant, mais qui est un des plus anti-romantiques qui soit, malgré qu'il soit considéré comme comédie romantique. Si tu prends juste l'exemple de Keira Knightley et l'autre personnage, C'est vrai. c'est quand même c'est juste horrible ce qui se passe. Mais l'amour, c'est aussi des occasions ratées. Mais Et je pense que c'est c'est bien de le même pas de traiter. l'amour. Ah si. Oh non, on va pas lancer le débat, mais putain, vivement le prochain apéro, on le filmera. Parce que... Donc l'inverse de Love Actually, c'est un bon exemple. Benjamin, tu disais aimer le romantisme. Quelle est ta définition du romantisme télévisuel? J'ai pas spécialement. En fait, c'est ça le truc, c'est que moi, je regarde très très peu de séries romantiques télé. Le truc, par contre, où je vais en bouffer le plus, paradoxalement, c'est sur des animés, car je suis un gros weeb de merde. Et j'ai regardé beaucoup d'animés de type Slice of Life, pardon, et où on voit justement des histoires d'amour se mettre en place. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté intelligent dans les personnages, c'est-à-dire avoir affaire à 2 personnes, 3, 4 personnes, qui vont être vraiment humainement écrites ou humainement interprétées. On va avoir quelque chose de logique, de sens, et on peut se reconnaître dans ces personnes-là, et surtout un côté crescendo, un truc où justement c'est pas ça te tombe sur la gueule en 1 seconde, même si le coup de foudre, j'y crois à 50%, mais bref, c'est pas un truc où genre c'est évident tout de suite, ou ah oui, c'est forcément l'homme ou la femme de ma vie, quelque chose, tu vois, justement de plus dissimulé, où ça va plus découvrir, se déclencher à un moment sur certaines actions, sur certains événements qui vont avoir lieu, où le déclic se passe. Je trouve ça plus beau, tu vois, que c'est évident, ça se passe comme ça naturellement, quoi. Ok. L'intelligence de l'amour et se reconnaître dans les personnages aussi, quelque part. Ouais, pour l'empathie que tu peux avoir pour eux, c'est mieux que quand même ils soient plus proches de toi que du ver de terre. Pierre, est-ce que tu aimes l'amour? Ah oui, mais alors déjà, j'aimerais bien que ça se passe à une autre période que Noël parce que si on veut éviter les clichés, je pense que c'est essentiel. Et moi, les histoires d'amour de Noël, mais alors j'en ai rien à foutre, quoi. Tout simplement. Mais après, c'est pas vraiment un genre que je regarde beaucoup. J'ai regardé des trucs Slice of Life comme Fumby, mais moi, je trouve ça absolument inintéressant et je trouve qu'on trouve des pires clichés que dans ce genre de trucs et c'est pour ça que je l'évite. Mais bon, Non. cela dit, voilà. Par contre,
J'aime pas quand c'est vraiment le truc central de l'histoire. J'aime bien quand c'est plutôt assez secondaire, mais que c'est bien amené, parce que je préfère en général des films et des séries qui touchent vraiment sur les personnages et leur développement. Et des fois, c'est très intéressant pour le développement d'un personnage. Mais en tant que focus de l'histoire, j'ai pas d'exemple en tête qui m'ont vraiment plu. Mais en tout cas, ouais, pitié que ça se passe pas à Noël, quoi. C'est à peu près tout. Comme dans Armageddon, par exemple, où l'amour est Par une exemple. trame de fond pour l'évolution. Ou Ouais, Brokeback très bon Mountain. exemple. Brokeback Mountain, Romain, Moi, je suis pas non plus très client, hein, on va pas se mentir. Après, tu parles d'amour dans des films en secondaire, mais finalement, c'est tous les films américains, il y a toujours une histoire d'amour, on va pas se mentir. Donc, n'importe quel gros film d'action, il y aura une histoire d'amour qui n'a aucun sens, mais qui est toujours là, où le héros devra faire un bisou à sa femme alors qu'ils sont en train de mourir au milieu de la lune, mais voilà. Mais sinon, même en comédie romantique, je suis pas du tout client en fait. Je sais pas ce que pourrait être mon meilleur film, mais vas-y Pierre. Ouais. Si je peux me permettre, c'est pas du tout de ce genre de choses dont je parlais quand je disais que j'étais plus client de. Oui, voilà. Ça, c'est l'exemple de mal exécuté. Non, mais c'est bon, bref. Je vois qu'on peut pas discuter. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. C'est exactement ce que Pierre a dit du coup. Pour ma part, hein, je trouve que le dernier truc d'amour qui m'a fait kiffer, c'est, on en parlait en introduction juste avant le podcast tout à l'heure, c'est Bly Manor, qui est le deuxième volet de Hunting Hill et Bly Manor. En fait, c'est derrière le fait que ce soit introduit comme une série épouvante, frisson, tout ce que vous voulez, voire un peu extraordinaire. Enfin, en fait, pas du tout. C'est une vraie histoire d'amour. Il y a vraiment plein de trucs à dire sur le romantisme, sur les couples. C'est super bien fait. Et justement, j'ai bien aimé cette notion de on te met pas l'amour, on te balance pas de l'amour dans les yeux, on te l'amène d'une manière un petit peu plus fine et on te fait réfléchir à ces thèmes-là autour de quelque chose d'autre. Et ça, j'ai assez kiffé. Bly Manor, si vous l'avez pas vu, d'ailleurs, on pourrait le podcaster parce que c'est vraiment une super série. Moi, j'ai été vachement surpris par cette série. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de cette super série qui était Dash and Lily. C'était vraiment formidable d'en discuter avec vous. On y voit un petit peu plus clair pourquoi on n'a pas aimé. J'avais ce sentiment au fond de moi, un peu comme un petit mal de bide, et là il est sorti. Vous êtes un peu mon Alka-Seltzer, mon Doliprane, mon Efferalgan de la série. Le Specta. D'ailleurs, si vous étiez un nom de médicament, lequel serait-ce? Non. Merci à vous tous. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Des bisous. Au revoir. Salut. Au revoir.